L'argent, une question pour laquelle beaucoup de personnes se posent encore des questions. Nous vous disons bienvenue à cette émission Parlons Argent. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et le bonheur de recevoir sur ce plateau une des personnes qui n'est plus à présenter. Et donc, je vais lui donner la parole tout de suite pour qu'elle se présente. Mais je sais juste une chose, restez connectés jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre des choses énormes. Bienvenue, Olivier. Merci, Daniel. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais super bien. D'accord. Je vais très bien, serein. En quelques minutes, je vais te donner le temps que tu te présentes à nos téléspectateurs pour que tu leur dises un peu plus sur qui tu es. Merci, Daniel. Alors, je suis Olivier Dadieu, je suis un banquier dans l'âme. Aujourd'hui, je suis Business and Finance Coach. Mais avant cela, j'ai d'abord exercé pendant près de 18 ans dans le secteur bancaire. Et au cours des 5 dernières années, j'étais DG de banque. Et ensuite, j'ai choisi d'embrasser la carrière d'entrepreneur. Comme j'avais toujours la passion de partager, j'ai choisi maintenant de devenir Business and Finance Coach en gardant tout ce que j'ai pu apprendre de la banque et de la vie en général pour pouvoir partager avec le plus de personnes. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis Business and Finance Coach. Je coach des entrepreneurs, je coach des intrapreneurs aussi, ceux qui sont en chemin pour faire la traversée comme ce que j'ai fait. Et donc, c'est avec plaisir que je suis là pour répondre aux questions de Daniel. Super. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Et sans plus tarder, je sais que la question de l'argent est une question que beaucoup de personnes se posent et tout. Mais moi, je veux qu'on puisse commencer avec l'état d'esprit. Oui. Quand je dis argent, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quels sont les mots qui te viennent à l'esprit, Olivier? Alors, moi, tout de suite, argent, j'associe argent à liberté. En vérité, à liberté. Pourquoi? Parce que pour moi, avoir la capacité de disposer de son temps, avoir la capacité de choisir, c'est pour moi la vraie liberté. Quand je suis capable, avec l'argent que j'ai, d'avoir plusieurs options et surtout de pouvoir dire, je vais choisir exactement ce que je ferai de mon temps parce que je vais mettre en avant la qualité de vie et non pas quelque chose qui m'est imposé par un facteur externe qui contrôle en fait ma liberté. Donc, j'associe argent à liberté et donc à vraie liberté. Excellent, excellent. Argent pour toi donc égale liberté. Oui. Mais je suppose une chose, tu n'es pas parvenu là, je vais dire du jour au lendemain. Oui. Donc sûrement ton entourage, les personnes qui t'entourent ont forcément contribué en fait à faire de toi la personne que tu es aujourd'hui et à te donner toute cette connaissance, cette confiance que tu as sur les questions de l'argent. Alors ce que je veux savoir maintenant c'est quelle était l'attitude de tes parents en fait dans cette approche des finances et bien plus en fait qu'est-ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'ils en parlaient avec toi? Mais c'était quoi un peu la relation en fait avec tes parents sur la question de l'argent? Alors, comme dans beaucoup de familles africaines, l'argent, on ne peut pas dire qu'on en parlait véritablement. Il n'y a pas un moment où le parent devait s'asseoir pour que vous parliez d'argent. Il allait peut-être démontrer à travers certains actes ce qu'il pensait de l'argent. Donc, en même temps, il n'y avait pas une idée vraiment tranchée. Ce n'est pas comme si les parents, dans certains cas, on observe des parents avec des positions tranchées, des positions très nettes en matière d'argent, en matière de le riche c'est méchant, il est plus difficile pour un riche d'aller au ciel. Ce n'était pas vraiment cela, mais en même temps, on ne s'asseyait pas pour discuter. Si j'avais des préoccupations, d'abord je ne savais pas qu'il fallait qu'on s'asseye pour discuter d'argent, donc ça n'arrivait pas. Par contre, j'observais peut-être un peu ma maman qui, de temps en temps, exprimait un peu plus, les femmes sont un peu plus expressives, ses frustrations et limitations dans ses expressions. C'était souvent régulier. Bon, quand vous posez certains problèmes, elle dit, mais vous croyez que je cueille l'argent ou quoi? Pensez que je vais aller dehors sur l'arbre et je vais cueillir l'argent. Et pensez que l'argent, c'est comme des herbes. Et de temps en temps aussi, elle-même dans ses limitations, dit, bon, si j'avais tel argent, je pourrais faire ceci. Donc voilà. Et je pense qu'il y avait cela un peu. Mais de temps en temps aussi, elle associait des riches à des personnes qui sont un peu chiches. Bon, on ne manque pas de dire ça. Mais ce n'était pas vraiment comme c'était méchant et continu tous les jours. Mais je ne peux pas dire qu'on a grandi dans un environnement où on avait vraiment une grande éducation financière. Par contre, mon père, lui, il était un peu plus animé d'une mentalité d'abondance. Pas parce qu'il avait beaucoup, non, c'était un fonctionnaire de la classe moyenne, mais lui ne sentait jamais vraiment le manque. Tellement il aimait partager. Il aimait s'occuper de ses enfants, il en prenait encore d'autres même, il s'occupait des neveux, des cousins, des deux familles. Mais c'est quelqu'un qui ne sentait vraiment pas qu'il était dans le besoin. Donc il n'était pas dans l'attitude de quelqu'un qui montre à chaque fois qu'il a vraiment besoin. On peut dire qu'on a grandi sans ressentir vraiment un besoin criard en matière, qu'on manquait des choses en matière d'argent. En même temps, on n'avait pas tout ce qu'on voulait, mais on était dans l'aisance, on était
En plus, on était considérés comme des privilégiés. Ayant grandi dans un quartier populaire où j'avais un père fonctionnaire de la police, certains nous trouvaient de la classe aisée, alors que nous, en réalité, avec du recul, on pense qu'on était juste de la classe moyenne. Ouais. Mais ça a été bien d'avoir cela. Mais en observant au départ, c'est pour ça qu'au départ aussi, je me disais, je vais être fonctionnaire comme mon père. Mais en grandissant, en évoluant, j'ai dit, ça, en nous frottant à d'autres personnes, on a vu qu'en fait, on restait un tout petit peu dans la moyenne. Et je me suis dit, non, il faut que je change quelque chose, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Et je ne vais pas me contenter d'être comme mon père, me limiter au minimum. Et quand vous avez grandi dans une famille de fonctionnaires, ce n'est pas facile. Je me suis dit, je nourris l'ambition d'atteindre vraiment l'aisance financière. Je ne vais pas être dans ces limitations-là. J'ai envie de mieux vivre, m'occuper de ma santé, de ma famille et peut-être d'autres personnes. Mais en même temps, j'étais prêt à travailler dur pour y arriver. Et ça, je me rappelle une des conversations que j'avais eues avec mon frère aîné, et où il m'incitait à faire un concours pour entrer dans la fonction publique, dans l'armée, à un grade de soldat. Et je lui avais dit, grand frère, c'est vrai, ton ambition est noble, mais je ne me vois pas en train de vivre cette vie-là. C'est vrai que si on devient peut-être fonctionnaire, on va être capable de manger du maquereau toute sa vie. Un peu le maquereau au Cameroun, c'est un poisson quand même de la classe moyenne, parce que les plus pauvres n'ont pas toujours le maquereau. Et je lui disais, on a le choix entre manger le maquereau toute sa vie, ou bien manger encore du poisson fumé. Il y a des carpes fumées qui sont vraiment pour la basse classe. Je préfère manger cela encore plusieurs années, pour qu'après j'ai le choix de manger du bar, de la sole ou bien plus. Ouais. Au lieu d'être condamné à manger le maquereau toute ma vie. Donc c'est un peu cette blague-là. Mais j'ai dit, ok, je suis prêt à travailler dur, je suis prêt à prendre des risques pour y arriver. Oh. Voilà. C'est excellent en fait, le point que tu viens de partager. Ouais. Et en fait, je retiens quelque chose, c'est que tu commences à un niveau où tu n'as pas forcément toutes les ressources. C'est vrai que les autres à l'extérieur te regardent et se disent, mais peut-être qu'ils sont d'une famille bien. Mais là, tu décides et tu prends la ferme résolution de dire que je vais travailler dur. Et quand on regarde aujourd'hui la société africaine dans laquelle on est, quand on regarde le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est quoi ton coup de gueule en fait, en matière d'argent aujourd'hui? Quelles sont les dérives auxquelles on assiste dans cette génération surtout, et probablement pour la génération à venir, parce que si rien n'est fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ton coup de gueule par rapport à l'argent aujourd'hui, Olivier? D'accord. Alors je pense que ce qui m'écoeure quand je regarde un peu d'où nous sommes partis, quand je regarde un peu comment nous vivons aujourd'hui, les aînés, je sais que nous avons un mode de vie qui est très occidentalisé. Les aînés ont peut-être un peu plus résisté que les plus jeunes. Aujourd'hui, c'est devenu déconcertant, c'est devenu beaucoup trop facile d'accéder facilement à une consommation, et j'allais même dire à la surconsommation. Quand on voit l'explosion des crédits de consommation autour de nous, quand on voit que nous sommes ça devient quasiment une mode, on se rend compte que les jeunes aujourd'hui n'épargnent plus. Vous avez un bon emploi, automatiquement, on va vous donner une voiture à crédit, et quand on vous dit 0% d'apport personnel, on va vous donner un téléviseur à crédit, on va vous donner tout le matériel d'équipement à crédit, on va vous donner même des crédits mariage et des crédits baptême. Vous voyez que ça c'est en train de changer totalement. On voyait l'Occident comme une économie de consommation. Nos villes africaines aujourd'hui, c'est devenu vraiment l'Occident encore. Les jeunes se comportent comme ça. Quand on dit pas d'épargne, ça veut dire pas d'investissement. Et pas d'investissement veut dire qu'on a choisi de rester dépendant à vie. Et ça m'écoeure. Et devant une situation comme celle-là, je dis, ce que j'ai pu voir, c'est que l'épargne et la dette constituent vraiment la pierre angulaire de la stratégie financière et patrimoniale de quelqu'un qui veut réussir. Un jeune qui ne peut pas épargner et qui embrasse la dette sans contrôle, c'est un jeune qui est condamné. Et je ne peux pas accepter, je ne peux pas me rendre complice de cela. Et je suis obligé de dénoncer. Et j'invite les autres qui ont un peu de recul à dénoncer avec moi cette attitude-là. On ne va pas s'occidentaliser de cette façon-là et déraciner complètement cette jeunesse qui doit apprendre à mettre d'abord de l'argent de côté, investir avant d'aller dans la surconsommation. Ok. Super. Donc, je pense que ça nous permet vraiment de pouvoir embrayer sur un point. Olivier, ça fait un moment que tu es dans cette activité et que tu transformes des vies à travers tes programmes. Pour toi, c'est quoi la liberté financière et la sérénité financière? Ça fait deux concepts qui peuvent paraître très similaires. Beaucoup de personnes, en fait, souvent arrivent ou confondent en fait ces deux. Mais toi, en tant que spécialiste du sujet, en fait, pour toi, c'est quoi la liberté financière et la sérénité financière? Alors, pour répondre à cette question, je vais distinguer deux choses. D'abord, il y a une certaine capacité qu'on peut avoir d'un côté, et puis il y a les émotions qui sont associées. Donc, je vais d'abord commencer par la liberté financière. Quand je parle de la liberté financière tout court, je commence par dire, imaginons un peu, aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont des salariés. La plupart des personnes que vous allez voir vont travailler pour un emploi. C'est un employeur qui leur paye un salaire.
je prends l'exemple de quelqu'un qui a un montant précis, par exemple qui touche 1 million de francs CFA, son employeur lui paye 1 million de francs CFA. Alors, si on imaginait seulement que, à partir d'un certain moment, suivant un programme qu'il a mis en place pour investir et accumuler une certaine masse d'actifs, que ces actifs à lui soient capables de lui payer ce même salaire d'1 million, sans qu'il soit obligé d'aller travailler chaque matin pendant 8 heures ou 40 heures par semaine comme il le fait. Au moment où ces actifs sont capables de lui payer le même salaire d'1 million par mois, là on dira qu'il a atteint la liberté financière. Là c'est vraiment mathématique. Mon employeur me payait un salaire, aujourd'hui ce sont mes propres investissements qui arrivent à me payer un salaire. Même si c'est le même salaire, là je suis déjà libre. Je ne peux plus aller travailler par obligation, je peux seulement travailler si j'ai envie. Donc là on est sur le plan vraiment de la capacité. Voilà. Par contre maintenant si je parle de la sérénité, ça c'est l'attitude que nous avons par rapport à l'argent. Donc ça touche un peu comme l'autre côté, on peut mettre en place une éducation financière pour travailler son QI financier et arriver à bâtir cette capacité-là. Mais de l'autre côté, il faut arriver à gérer les facteurs émotionnels. Ce qu'on appelle, en matière d'argent, il faut aussi qu'on regarde le côté émotionnel. Si j'arrive à avoir 1 million, la personne moyenne va se dire, j'ai eu 1 million, mais à tout moment, je peux revenir. À tout moment, les revenus peuvent baisser. Donc, il ne va pas se sentir totalement à l'aise. Et donc, la sérénité ne va pas être vraiment au rendez-vous, même s'il a cette capacité. J'imagine maintenant un autre scénario où cette même personne arrive par ses actifs à travailler encore 2-3 ans, à produire d'autres actifs et multiplie pour arriver à une masse critique qui lui permet maintenant d'avoir 2 fois l'équivalent de son salaire. Donc, on suppose quand même que si vous avez 2 fois ce qui vous permet de bien vivre, vous allez vraiment trouver la paix. Et moi, je dis psychologiquement, vous allez être débarrassé définitivement du stress financier. Émotionnellement, vous allez sentir une certaine paix intérieure quand on parle d'argent. Vous allez être beaucoup plus tranquille et vous allez vraiment avoir l'occasion de commencer à penser à vous-même, à penser à votre épanouissement, à penser à votre passion et aller réaliser votre potentiel. Et là, l'épanouissement est au rendez-vous. Wow. Vous voyez, voilà un peu ma façon d'interpréter ces deux concepts-là qui parfois sont proches. Et donc, c'est pour ça que je dis la liberté financière, c'est un passage, mais il faut aller encore plus loin en allant à la sérénité, ce moment où on se détache vraiment des émotions liées à l'argent. Et parfois, ce n'est pas seulement une question de montant, mais c'est aussi en allant avec une maîtrise de nos propres émotions liées à l'argent. On peut faire 2 fois, on peut faire plus. Mais c'est important de faire ce voyage-là. Wow. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'on se rend compte, à la première question à laquelle tu avais répondu, pour toi, l'argent, c'était la liberté. Oui. Et c'est ça. Et ça va même plus loin maintenant jusqu'à la sérénité. Oui, oui. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, Olivier, aujourd'hui, là où je te trouve, comment ta vie serait si tu n'avais plus à te préoccuper des questions d'argent? Donc, tu étais libre, tu étais serein. Oui. En fait, qu'est-ce que tu allais faire? Ça allait être quoi tes passions? Comment est-ce que tu allais vivre? D'accord. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que je déplorais le fait qu'en Afrique, aujourd'hui, la jeunesse soit en train de connaître certaines dérives. Il y a la jeunesse, il y a les moins jeunes. Si je n'avais plus à me préoccuper, moi, je passerais mon temps essentiellement à aider le plus de personnes à dominer ce stress financier-là. Quand vous voyez les dégâts créés dans la vie des gens, sur leur santé, sur la vie de couple, les dégâts créés par le stress financier, ils sont énormes. Moi, je passerai le restant de ma vie à aider les gens à dominer ce stress-là, à le maîtriser, à découvrir leur vraie passion, à vivre leur passion. Parce qu'en fait, il est important pour des personnes de vivre leur vraie passion au quotidien. Et c'est à ce moment qu'ils peuvent être vraiment, vraiment, vraiment épanouis. Et moi, je ferai ça pour le restant de mes jours. Wow. Et voilà, donc à côté de ça, maintenant, je te dis, ces personnes qui sont peut-être des employés, qui vont passer 30 ans, 35 ans à être des employés sans jamais connaître le véritable épanouissement, pour la plupart, il y en a qui connaissent, mais pour la plupart, ils ne choisissent pas. Si on peut les accompagner à d'abord dominer le stress financier et à pouvoir y arriver, ça va être quelque chose d'extrêmement important. En plus, il y a tellement d'autres causes. Il y a des personnes qui sont sous les radars, qu'on ne voit pas souvent. Des personnes qui ont été éduquées à ne pas avoir confiance en elles. Je donnerai de mon temps à ces personnes-là pour les inspirer le plus de personnes, leur permettre de reprendre confiance, de croire en eux. Et d'ailleurs, ça me permet d'annoncer que j'aimerais bien, à ce moment-là, lancer une fondation à la mémoire de mon père, parce qu'il a toujours lutté pour les questions de santé, d'autonomie, pour relever le plus faible. C'est donner confiance à ces personnes, leur montrer qu'elles peuvent. Ça, je serais prêt à passer 18 heures dans les 24 heures que j'ai à donner de mon temps pour pouvoir relever ces personnes à sortir du stress financier et ces autres personnes qui ne croient plus en eux, parce que la société a montré qu'il y avait 2 camps, le camp des riches et le camp des pauvres. Oh, le seul mot que ça m'inspire, c'est inspirant. Oui, merci. Inspirant. Et Olivier, c'est bien beau tout ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui se disent ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que le chemin
à emprunter pour arriver à cette destination est sûrement truffé d'obstacles. Oui. Alors, je vais te demander, Olivier, quels sont les 3 obstacles majeurs que tu as dû surmonter pour pouvoir atteindre la liberté financière et la sécurité financière? Ouf. Donc ça, c'est une bonne question. Alors, il y avait des murs sur le chemin qui étaient véritablement comme le mont Kilimanjaro. Donc, je pense que le premier obstacle, c'était moi-même. Le premier obstacle était totalement interne. Il a fallu un moment que je me convainque moi-même de pouvoir quitter le confort du statut d'employé. Vous savez, un poste prestigieux de DG de banque, il fallait accepter, c'est à la limite comme ça, arracher des dents, accepter de quitter cela, quelque chose qui vous confère à la fois de l'honneur, du pouvoir, de l'argent et même toutes sortes de prestige. Accepter de quitter cela, véritablement, ce n'était pas facile. J'ai dû me convaincre, me déconvaincre, me convaincre et renoncer à plusieurs fois. C'était vraiment très très dur d'arriver moi-même à me convaincre. Deuxièmement, quand j'ai réussi à me convaincre, c'est les proches autour de moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était compliqué de partager avec des proches. Les proches autour de moi, l'état d'esprit. Vous savez, quand je sors d'une famille de fonctionnaires, j'ai beaucoup de fonctionnaires dans ma famille et beaucoup de personnes qui nous entourent sont des salariés. On a l'impression que vous êtes arrivé au sommet et à ce moment, c'est là que vous dites que vous avez d'autres challenges et personne ne comprend. Donc, c'était vraiment difficile de pouvoir faire un peu comme être l'élément qui fait bande à part. À la limite, c'est comme si vous devez un peu vous expliquer aux autres, expliquer vos choix continuellement. Vous expliquez avec celui-là, vous expliquez avec celui-ci, voilà pourquoi j'ai choisi cette voie. Alors qu'eux, ils recherchaient plus quoi? La sécurité de l'emploi, être fonctionnaire, avoir un emploi à vie. Tu avais un emploi à vie, tu avais une carrière garantie. Et je dis, donc, c'est un travail, ça me prenait beaucoup d'énergie, ça continue même encore à me prendre beaucoup d'énergie. De moins en moins, je le fais. J'essaie de, ceux qui ne sont pas dans la même logique, j'essaie de les mettre de côté tout gentiment. Mais c'est un vrai obstacle que j'ai dû traverser. Le troisième obstacle, maintenant, c'est lié à la société. Lui, on ne l'a pas encore traversé. Parce que nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres sociaux, on grandit dans une société. Ce n'est pas facile à un moment donné de se détacher du regard de la société. D'abord, qu'est-ce que les gens disent? Au-delà des proches, qu'est-ce que les gens disent? Comment les gens interprètent tous ces choix-là? C'est vraiment difficile d'oser être différent. Parce que les gens ne comprennent pas qu'on est différent. Et donc, l'homme ayant un besoin de se conformer, voulant éviter d'être rejeté par la société, a tendance à s'aligner sur les choix de la majorité. Donc, faire un choix comme ça, c'est de dire, vous allez bousculer des amis qui ont appris par tel ou par tel autre, qui vous disent, vous avez désormais choisi d'embrasser notre carrière. On ne comprend pas. Et là, ça impacte toute votre vie. Je vais prendre un exemple. L'année d'avant que je parte, j'avais commencé à reprendre les choses en main parce que je voulais vraiment avoir le contrôle sur ma vie. J'ai travaillé côté santé pour perdre du poids et aujourd'hui, la vie d'entrepreneur est très exigeante. J'ai besoin de beaucoup d'énergie quand je vois tout ce que j'ai accompli sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan des personnes à former, sur le plan des personnes à inspirer. Ça m'a exigé de mettre en place une vraie discipline pour maintenir un certain poids, un poids idéal. Et donc, mon niveau d'énergie est monté au top. D'ailleurs, moi, je pense que j'ai l'énergie d'un jeune de 30 ans. Ça, je suis sûr de moi. Je me souviens de mes années où j'étais encore compétitif. Je ressens cette énergie-là. Donc, mais par contre, les gens me disent, mais attention, il paraît que tu as perdu trop de poids. Mes propres frères même me l'ont dit. On ne va pas te respecter. Certains vont penser que, comme tu es parti de la banque, c'est pour ça que maintenant tu as perdu du poids. Ça veut dire que tu ne manges pas bien. Et donc, il faut manger pour prendre du poids, même si tu te sens mal, pour plaire aux gens, en fait. Pour que les gens pensent que tout va bien. À leurs yeux, pas à tes yeux. Moi, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de me sentir bien quand je me regarde dans un miroir et quand je suis en salle de sport, ou bien quand j'ai du travail à faire pendant de longues heures. Vous voyez, c'est des exemples qui montrent, par exemple, qu'on est parfois confronté à cela et ce n'est pas facile du tout. J'ai dû modifier même ma philosophie en matière de dépenses. Aujourd'hui, vous étiez DG, vous étiez habitué à aller à ces endroits, dans tel restaurant, dans tel hôtel. Il faut se bousculer pour faire marche arrière. Il faut revenir à ce que la vie d'entrepreneur commande. Il faut aller décider de ne pas aller dans tel hôtel et de ne pas faire tel choix et de faire un peu comme on dit un recul pour pouvoir mieux avancer. Ce n'est pas la chose qui est la plus facile à faire. Et il y a beaucoup d'autres choix sociaux comme ça. Les gens vous conduisent dans une direction, on vous demande non, pourquoi vous êtes quitté sans avoir acheté une maison là où vous vivez. C'est des choix, des questions par exemple qui ne sont pas... Pour moi par exemple, choisir d'être en location dans un bien où je réside et avoir un bien professionnel, c'est une priorité, mais que les autres ne comprennent pas. Donc, on est différents, les gens veulent nous amener chaque fois à expliquer ces choix-là. Mais quand on embrasse la carrière d'entrepreneur,
On doit raisonner différemment si on veut aller loin, si on ne veut pas finir comme les autres qui ont une marche seulement sur quelques mois ou sur quelques années. Wow. Ouais. Et j'entends quelque chose, raisonner différemment. Oui. Raisonner différemment. Wow, ça c'est fort ça. Ouais. Ça c'est fort ça parce que dans ce que tu dis, je retiens aussi une chose principale, c'est que le premier obstacle que tu mets sur la table tout de suite, c'est nous-mêmes. Oui. C'est nous-mêmes. Il faut pouvoir en fait se convaincre ou se vaincre soi-même. Ah oui. Et avant de pouvoir en fait être à mesure de pouvoir affronter les autres obstacles que sont l'entourage proche et toutes les personnes aussi qui sont également autour de nous. Oui. Et ça me permet de pouvoir embrayer sur la prochaine question qui est quel a été le rôle de tes proches, c'est-à-dire ta famille, tes amis, les mentors, les coachs et en général, je vais parler en particulier aussi de ta conjointe, de ton épouse. Ouais. Quel a été le rôle en fait de toutes ces personnes-là dans ton succès financier et qui a eu le plus d'impact sur le succès que tu as obtenu en fait dans ce domaine-là? Alors, sans hésiter, je vais dire mon épouse. Et ça, à tous ceux qui nous regardent, c'est important. Si vous n'avez pas une conjointe ou un conjoint qui vous soutient à fond, vous ne pouvez pas y arriver. Elle a été et elle est toujours déterminante en fait sur mon avancée sur ce parcours-là. C'est vrai qu'on est en chemin, mais on est vraiment, elle a été un complément très important. On n'a pas la même philosophie en matière de gestion des finances personnelles, mais on est au moins d'accord sur les objectifs. Très clairement, on est d'accord sur la stratégie patrimoniale et financière qu'on veut avoir. Moi, je suis plutôt du genre, pour ceux qui aiment bien le football, je suis plutôt du genre un attaquant de pointe qui aime marquer des buts. Moi, j'aime créer, j'aime aller avoir des victoires, multiplier, augmenter la richesse. Et elle est plutôt du genre à assurer une défense exceptionnelle. Donc, vous êtes sûr de pouvoir marquer des buts et que derrière, vous avez une défense qui va être exceptionnelle. Yes. À la fin, vous arrivez à mutualiser et à avoir une équipe qui a un meilleur résultat. Donc, en clair, je vais prendre un exemple concret pour que ceux qui nous suivent essayent de comprendre. Si on se dit par exemple qu'on a besoin d'avoir des revenus d'1 million par mois, on peut se dire on va épargner 25% de ces revenus-là. Donc si on épargne 25%, à la fin de la journée, on aura 250 000. Moi, ce que je vais dire, c'est pour que je vive la vie que j'ai envie de vivre, moi j'ai envie qu'on ait 2 millions. Donc, et moi, je vais créer les conditions pour qu'on ait avoir 2 millions. En même temps, il va dire, mais le risque, c'est qu'on peut aller avoir 2 millions et finir par dépenser les 2 millions. Donc, il faut derrière que la défense aussi soit bonne. Et de manière qu'à la fin, si on a dit, OK, on a tous envie d'avoir au moins 250 000, si on arrive à doubler, on va peut-être doubler aussi l'objectif de l'épargne. Mais parce qu'on est sûr que derrière, il y a quelque chose qui est fait. J'avance en toute assurance parce que je sais que derrière, c'est couvert. C'est vrai que les bons attaquants, de temps en temps, reviennent un peu donner un coup de main à la défense, mais ce n'est pas tout le temps. Et les bons défenseurs, de temps en temps, font des remontées. Elle aussi, elle fait des remontées pour pouvoir atteindre et contribuer à produire. Mais chacun est excellent dans son rôle. Je pense que là, ça fait le soutien idéal dont on peut rêver et c'est ce qui nous permet d'avancer sereinement vers ce voyage-là. Donc, en tant qu'autre, en dehors de mon épouse, en tant que d'autres mentors que j'ai côtoyés, dont j'ai exploité les travaux, je mentionnerai Robert Kiyosaki, qui est une icône en matière d'éducation financière. Il a beaucoup de contenu. J'encourage ceux qui peuvent à parcourir ces contenus. Parcourir, c'est la première étape. Avoir la discipline de mettre en œuvre ce qu'il dit, c'est l'étape la plus importante. Donc, il faut avoir des personnes autour de soi qui nous permettent d'aller dans une bonne direction. Je vais justement mentionner mon ami et frère Guy Bertrand, avec qui on se challenge souvent et avec qui on se fixe de temps en temps des objectifs. On s'encourage mutuellement à progresser. Le voyage continue, il est passionnant et voilà, on aime bien s'inspirer mutuellement et inspirer les autres à pouvoir entreprendre ce parcours vers la sérénité financière. Ouais. Génial. Alors, si tu avais 3 conseils à donner à toutes ces personnes qui nous regardent et qui sûrement se disent, mais finalement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aborder dans ce sens? Si tu avais 3 petits cadeaux à leur donner là tout de suite et maintenant. Alors, ok. Le premier conseil que je vais dire, c'est soyez proactif. Parce que bien trop souvent, ce qu'on observe, c'est que 9 personnes sur 10 considèrent qu'un facteur externe va être capable de décider de leur avenir financier. Et là, c'est regrettable. Parce que je considère que nous sommes véritablement l'acteur, la personne qui va prendre en main les choses et le créateur de cet avenir financier-là. Si nous voulons avoir des résultats différents dans un avenir proche, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, nous devons être capables d'assumer d'abord 100% de responsabilité en cette matière-là. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas notre conjoint, ce n'est pas nos enfants qui vont assumer cette responsabilité-là. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas un miracle de Dieu qui va faire que de manière subite, c'est pour ça que beaucoup de gens vont jouer au loto et maintenant la mode c'est le Bitcoin.
Ce n'est pas un gain subit qui va faire qu'on arrive à avoir une certaine stabilité, une sérénité financière. Il faut être proactif. Il faut travailler dans sa zone d'influence. Qu'est-ce que nous contrôlons? Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, comme l'environnement, comme l'État et tout ça. Qu'est-ce que nous contrôlons et quel avenir financier nous voulons réellement pour nous? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut... Ce que j'ai, par expérience, je me suis rendu compte qu'en essayant de découvrir sa passion et travaillant dans sa passion, c'est un vrai accélérateur pour aller obtenir cette liberté financière-là. Parce que quand vous découvrez votre passion, vous avez envie de faire ça tous les jours. Et pour que vous fassiez ça tous les jours, il faudrait que vous soyez à l'abri du besoin. Donc, ça va vous inciter à mettre tout en œuvre pour véritablement accélérer le pas vers la liberté financière et la sérénité financière surtout. Et ça, à l'intention de ceux qui vivent déjà leur passion, je veux dire qu'il y a deux variantes à ce niveau. Il y a beaucoup de personnes qui vivent leur passion, mais qui ne vivent pas encore de leur passion. Et ça, c'est regrettable parce qu'on a beaucoup de professionnels, des gens qui ont un cœur exceptionnel. Ils ont envie d'aider. Ça peut être des artistes, ça peut être des coachs, ça peut être des consultants. Ils vivent leur passion, mais ils ne vivent pas leur passion. Et ça, à un moment donné, ça va être une frustration. Si on vit de sa passion, il faut qu'on vive de sa passion en essayant de bâtir un véritable business autour de sa passion qui va nous permettre d'en tirer les revenus qu'il faut pour continuer à l'exercer le restant de sa vie. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième, là, il faut bâtir une habitude de toujours faire plus que ce pourquoi on est payé. Donner plus que ce qui est attendu de nous. Ça, c'est vraiment très important. La plupart du temps, les gens se concentrent sur l'argent. Ce que j'ai dit, c'est non. Il faut davantage servir. Je suis supposé arriver au travail à 8 heures. Je vais arriver au travail peut-être à 7h30. Je suis supposé délivrer tel niveau de performance. Je vais aller au-delà. Que ce soit en entreprise, que ce soit en famille, que ce soit dans la communauté religieuse, n'importe où. Tant qu'on bâtit la réputation de toujours donner plus, automatiquement, l'argent va suivre. En fait, on a des personnes qui sont à un niveau de développement elles-mêmes, de don de soi, à ce niveau, et qui veulent avoir des revenus comme ça. Donc, ce n'est pas possible. Si, par contre, vous essayez de donner toujours plus, partout où vous êtes, vous en faites une habitude, vous allez avoir une si grande croissance personnelle que vous serez ici, et vos finances seront ici. Automatiquement, les finances vont essayer de rattraper le niveau de la personne que vous êtes devenu. Donc, il faut bâtir cette réputation-là de toujours faire plus, et automatiquement, ce sera comme un mécanisme, ce sera vraiment comme la loi de la pesanteur. Quand on laisse une pierre, elle tombe. Automatiquement, si vous servez massivement, si vous êtes cette personne-là qui donne toujours plus que ce qui est attendu d'elle, l'argent va suivre. Ça, c'est sans manquer. Wow. Merci beaucoup, Olivier. Oui. Mesdames et messieurs, Merci, chers Daniel. téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette intervention. Et je sais qu'on aurait pu rester avec Olivier pendant encore des heures et des heures pour parler d'argent. Vous étiez à Parlons Argent et nous ne pouvons pas partir sans prendre à Olivier son mot de fin. Alors Olivier, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la fin de cet entretien? Alors Daniel, ce que je vais dire premièrement, c'est pas souvent qu'on m'interroge sur les questions d'argent, c'est pas souvent que je parle avec beaucoup de personnes, c'est parfois avec des groupes limités. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'on se sente davantage à l'aise de parler d'argent. Quand on est avec nos amis anglo-saxons, quand on est avec des personnes d'ailleurs, ils parlent plus librement d'argent. On doit être capable d'en parler. Tout le monde a des contraintes, tout le monde vit le stress, mais chacun parle sous couvert. Il faut qu'on soit plus libre de parler davantage d'argent. Et vous, chers amis, vous qui nous regardez, je vous invite davantage à vous intéresser à votre éducation financière. Commencez davantage à parler d'argent avec votre femme. La plupart des problèmes de couple viennent du fait qu'on ne parle pas d'argent. On ne regarde pas dans la même direction. Parlez d'argent avec vos enfants. Parlez d'argent en famille. Parlons-en un peu plus. Et je pense que si vous êtes clair avec votre couple sur les objectifs financiers, si vous en parlez, vous allez vous aligner et ça va être beaucoup plus facile. Donc, voilà ce que je peux dire pour terminer. Et surtout pour vous qui nous regardez, peut-être qui n'avez pas l'habitude d'être ici, n'oubliez pas d'aimer cette interview si ça vous a plu, que Daniel a réalisé. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et partagez parce que tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir des contenus comme ça. Partagez et soyez des acteurs de changement et non de simples victimes. Aidez-nous à encadrer ces jeunes-là et à changer le paradigme pour qu'ils arrivent à être des jeunes beaucoup plus éduqués sur le plan financier. Merci beaucoup Olivier. Nous étions à Parlons Argent avec Olivier Dadieu. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et surtout restez connectés pour la suite. À très bientôt.